Salut à tous. Alors, me voilà de retour sur la côte atlantique, mais pas vraiment la même que celle où j'étais il y a quelques semaines. Et oui, je suis sur la côte atlantique canadienne, en plein sud de la Nouvelle-Écosse en ce moment. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous demander si vous aviez pensé à vous abonner, parce que je regardais un truc sur YouTube la dernière fois où ça me disait que la plupart, peut-être 60% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Comment c'est possible? Vous allez me le dire? Alors, vérifiez que vous êtes abonné, cliquez sur la cloche pour avoir toutes les informations dès que j'ai une vidéo qui sort. Et en fait, aujourd'hui, moi, je vais parler d'un truc un peu spécial. J'aimerais parler des contrastes entre la France et l'Amérique du Nord, le Canada, le Québec, je sais pas. Faire un peu parler de toutes ces choses-là, de mon expérience de van life en France. Alors, j'entends déjà ceux qui disent souvent « mais t'es pas allé partout en France, il fallait aller là, il fallait aller là, il fallait aller là ». Avec Marina, on avait un certain temps ensemble, on a fait certains choix d'aller à droite à gauche. Il y a d'autres endroits que je connais en France où je suis allé sans van, avant ça, par le passé. Mais pour faire court, et c'est déjà long, bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Et justement, la thèse qui englobe toute la vie en van, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, au Québec et tout ça, c'est que moi, je suis plus intéressé par l'exotisme du local que par le grand exotisme de chercher des différences. Il y a des petits détails culturels qui sont des choses qui sont super intéressantes et qui varient, qui sont intéressantes à observer. Mais pour beaucoup de choses, on est tous pareils, on a tous des forêts, on a tous des océans, on a tous des lacs, on a tous des gens qui agissent d'une certaine manière, qui sont méchants, qui sont gentils. Moi, je ne vais pas me concentrer là-dessus, sur ces différences culturelles primaires, hein, on pourrait appeler ça comme ça. Et il y a d'autres vidéos qui le font sur YouTube. Moi, je voulais parler de cette expérience de la van life. Et je vais commencer par le truc que vous savez, mais le plus important au monde, c'est la nourriture. Ouais, bon appétit. Wow, quelle table. Ouais, l'hospitalité basque. Allez. Je dois vous avouer que depuis que je suis rentré au Canada, ça me manque beaucoup la bouffe en France. Donc point numéro 1, c'est la nourriture. Il faut dire qu'en France, on peut très bien se nourrir et que nous, au Canada, quand on n'est pas en saison de juin à septembre, c'est un peu plus compliqué, à moins d'être dans des systèmes de panier et tout ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais quand on est juste sur la route, en France, c'est extrêmement facile de très bien se nourrir localement, responsablement et vraiment d'être omnivore de la meilleure façon et de la façon que moi j'aime, c'est-à-dire d'être connecté aux produits ou d'avoir une impression de connexion aux produits parce qu'ils viennent de là où on est. Et j'ai un peu tanné Marina avec ça justement parce que dès qu'on faisait nos courses, je dois dire qu'on n'a pas un gros budget. Le seul gros du budget va dans cette nourriture. On peut faire d'autres choses dans la vie que d'acheter des vêtements et de faire des activités qui coûtent de l'argent, mais la nourriture pour moi, jusqu'à temps que je ne peux pas la faire moi-même, je veux essayer de faire les choix qui sont les plus responsables et qui me conviennent plus. Parce que moi, je ne veux pas faire de prosélytisme, je veux juste partager ma façon de voir les choses. Et en France, il y a vraiment cette manière, région par région, avec tout le circuit des magasins bio et tous les circuits de ce qu'on appelle les GAEC, je crois, de toutes les choses locales. C'est incroyable comment on peut bien se nourrir sans pour autant aller dans des grandes surfaces. Et c'est un truc qui manque ici parce qu'au Canada, on est moins bien loti, même si par exemple ici je suis proche d'une région qui est très fertile, qui est un microclimat en Nouvelle-Écosse, qui s'appelle la vallée d'Annapolis. Et c'est là où beaucoup de la nourriture est faite. Mais si on n'a pas accès à cette ferme, ou si on n'est pas dans un grand mois de production comme de juin à... Il faut dire que notre saison ici, le printemps commence très très tard, ou en tout cas l'été commence très tard, mais c'est très rapide. Et donc, la conséquence de ça, c'est d'avoir un accès à des produits de saison et locaux beaucoup plus difficiles. Et les habitudes de consommation des gens sont plus à aller automatiquement vers l'offre principale qui est la grande surface. Et là, c'est plutôt difficile de bien se nourrir. Ce sujet-là, c'est vraiment quelque chose qui varie de région en région, mais je dirais qu'en France, si tu n'as pas ton jardin, tu peux vraiment te nourrir presque comme si tu avais un jardin.
Et ici, si tu n'as pas ton jardin et tes serres et une manière de cultiver ta propre nourriture, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus de ce qu'on appelle les déserts alimentaires. Enfin, je ne vais pas ennuyer tout le monde, mais c'est un sujet qui, moi, me passionne et peut-être je crée une nouvelle chaîne ou peut-être cette chaîne deviendra de plus en plus à propos de ça, de cette localité et tout ça, en tout cas. Là, je parle du Canada, mais aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus similaire à la France, où il y a des réseaux de coopératives bio, c'est beaucoup plus facile d'aller directement chez le fermier, et c'est beaucoup mieux indiqué, et quand on est sur la route, c'est ça, il faut connaître, et c'est dur de connaître quand on fait que passer. Mais là, je parlais plus pour le Canada, mais en tout cas, passons au numéro 2. Je vais parler maintenant d'un point qui est très intéressant, c'est les routes. Beaucoup de gens, avant que je commence ce voyage, ce périple en France, me disaient « Oh, tu vas voir, après tous les kilomètres que tu as fait en Amérique du Nord, chez nous, ça va paraître ridicule. » Mais en fait, c'est vrai que les distances sont beaucoup moindres entre chaque région, mais pour s'y rendre de la bonne manière ou pour explorer, on va faire vraiment beaucoup de kilométrage. Et donc, au final, c'est vrai que en un jour de voiture par l'autoroute, on peut traverser la France, mais si on le fait à la manière de la vie en van, ça va coûter zéro en termes d'autoroute, parce que c'est vrai que les autoroutes, tout est privé ou public-privé, donc c'est assez cher. Nous, on n'a pas vraiment d'autoroutes ici, c'est plus des autoroutes qui sont gratuites, mais c'est comme des grosses nationales, c'est l'équivalent de ça. Mais par contre, le truc positif, c'est que, et je crois que ça c'est en France, la France est le pays où il y a le plus de chemins pour faire la même route en fait. Il y a plein de petites routes de campagne qui sont super bien, en super bonnes conditions. Et en Aveyron, je me souviens, avec Marina, on a passé une matinée à faire des routes. En Ardèche aussi, des petites routes là, mais il n'y a personne sur ces routes-là, mais c'est étroit comme ça. C'est-à-dire que c'est là où l'avantage d'avoir un petit véhicule, ça aide, parce qu'on peut passer vraiment partout. Et avec le fourgon, la Slowmobile, on était assez mobile parce qu'il était très compact, tout en ayant de l'espace. Mais pour revenir au point, il y a cet avantage de pouvoir aller n'importe où et d'explorer des petits endroits, mais c'est tellement grand finalement ça revient à faire beaucoup de kilométrage, ou en tout cas de passer beaucoup de temps sur la route, sans parler des ronds-points sur les grosses départementales. Région par région, ça va changer, et c'était un de mes points d'ailleurs. Je pense que c'est le dernier point, je vais en parler de ça. De comment sont les gens. Donc restez jusqu'à la fin parce que je parle sûrement à ce que les gens veulent entendre. Et après les routes, il y aurait peut-être cette nature dont je parle si souvent dans cette chaîne YouTube. La nature en France, elle est très présente, mais elle est un peu voisine de l'humain où qu'on se trouve. Même dans un endroit très sauvage, il y a toujours un peu cet humain qui est là. Et ça, c'est quelque chose qu'au Canada et aux États-Unis existe aussi, beaucoup, parce que l'homme est allé partout, mais le fait qu'il y ait moins de densité de population donne des régions où on va être dans la vie sauvage très nu. On va se sentir vraiment nu et vraiment seul. Par exemple, là, pour venir ici, il y a quelques jours, j'ai fait 180 km où il n'y a pas de station essence. Et ce sentiment d'isolement, de se sentir isolé, il y a à la fois un côté qui peut faire peur quand on n'est pas habitué, quand on est habitué à ce qu'il y ait des villages aux 20 km, mais il y a aussi un aspect de se perdre un peu qui est très différent. On va se perdre dans la nature plus, et si on part là à pied dans le nord ou au centre de là où je me trouve, de certaines régions, il n'y a vraiment plus rien. Et il y a beaucoup de terres publiques, et ça, c'est quelque chose où en Europe, le principe de terre publique n'existe pas vraiment, à part les terres communales, les forêts domaniales, c'est vrai qu'il y en a. Et aussi, j'ai l'impression que dès que je sors, je vais croiser quelqu'un, en fait. Même dans un endroit perdu, on va toujours croiser quelqu'un. Et il y a un côté, en fait, je ne le juge pas, c'est juste une constatation, mais c'est probablement une simple conséquence mathématique, en fait. La densité de population, je ne sais pas ce qu'elle est en France, mais je sais que la densité de population en Nouvelle-Écosse, je pense, c'est 14 habitants au kilomètre carré. Et en France, ça doit être 200 ou 150. Donc ça fait 10 fois plus de gens. Là,
où je suis, il y aurait 10 fois plus de gens techniquement. Non, je crois pas que c'est comme ça que ça marche la densité. Mais en tout cas, trêve de démographie, c'était quelque chose qui m'a marqué. Quant au spot de boondocking, là par exemple, c'est très très drôle parce que je me suis habitué à ce qu'il y ait des gens toujours. Alors que d'habitude, moi quand je suis avec la Flowmobile, j'adore être dans des endroits où je suis complètement tout seul. Mais en France, j'ai un peu comme accepté le fait que il y avait quand même beaucoup de passages, peu importe où on est, même dans des endroits très isolés où on est tranquille, il y a quand même des gens. Et ça ne me dérangeait pas finalement d'être dans des endroits où il y avait d'autres personnes. Et je trouvais ça même intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Non. Un autre truc relié à ça, c'est le tutoiement. C'est vrai qu'au Québec et un peu partout, les francophones en Amérique, on a tendance à se tutoyer, à moins que ce soit une personne âgée ou quelqu'un à qui il faut faire du respect. Vous êtes si gentil, on dit vous. Mais souvent, quand tu vas dans un magasin ou quand on va n'importe où, on dit tu, c'est juste une marque peut-être de communauté, du fait qu'il y a moins de francophones et aussi de calque de l'anglais où il n'y a pas de vouvoiement. Donc, c'est vrai que quand on dit tu à quelqu'un en France, à certains endroits, dans certaines régions, particulièrement... Est-ce que je dis des régions? Non, je ne veux pas dire de régions pour ne pas mettre le doigt sur les uns et les autres. Même entre gens de même âge, on est surpris par le tutoiement. Et c'est comme si il y a une barrière que le vouvoiement permet, qui est intéressante parce que le tutoiement peut faire croire qu'on est ami avec tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Mais à la fois, on est quand même, par exemple, quand on est de la même génération, je ne vois pas l'intérêt de se dire vous, et je ne sais pas, et le tutoiement, ça rapproche, mais il y a des avantages aux deux. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'en fait, parfois, il y avait l'automatisme de tutoyer, juste une constatation, qui me mène au dernier point de cette vidéo, qui est les gens. Alors, la différence... Alors, quelque chose que je dis toujours, cette différence-là, elle n'existe pas pour moi. Les gens, où qu'on soit, ils sont toujours les mêmes et ils sont toujours différents. Et je crois que toutes les choses en apparence qui nous font croire qu'on est différent, c'est souvent des trucs qu'on a lus, ou que les médias nous ont transmis, ou l'ignorance nous fait croire que... Et c'est plus certaines réalités. On se forge une identité nationale, si on veut, ou régionale. Mais finalement, notre identité, elle est encore plus locale que la région. Elle est vraiment très liée à la terre et où l'on vit. Et donc, pour moi, les différences n'existent... J'arrive pas à voir des différences entre les nationalités. Ou les nationalités, même les identités. La France n'échappe pas à ça parce que, pour moi, la France n'est pas un pays en tant que tel. C'est plusieurs pays qui font partie d'un même pays. Et la culture de chaque région diffère de la culture d'une autre région, même si elles sont mitoyennes. Et après, c'est peut-être mes propres impressions. Et moi, ce que je recherche aussi, donc c'est très subjectif. Hein. Et donc, il est impossible de dire « Oh, la France, c'est comme ça » versus « Le Canada, c'est comme ça ». Par contre, chaque région a des traits qui sont parfois des clichés, tous ces clichés et stéréotypes qu'on peut nous transmettre sur chaque région, ils se retrouvent dans des tout petits trucs microscopiques. Ils se retrouvent dans la façon dont quelqu'un va vous parler, dans l'accent. Moi, je suis un fan des accents. D'ailleurs, j'aimerais produire, là je suis en train de travailler là-dessus, faire un podcast vraiment simple, indépendant et tout, sur les accents français. Particulièrement du monde que je connais, qui est l'Amérique du Nord. Et je trouve que dans un accent, on retrouve beaucoup toute la culture de quelqu'un. Et aussi, on retrouve une énergie qui est à la fois individuelle et collective. Et bon, je ne vais pas aller dans des considérations trop importantes, mais si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est parce que ça vous intéresse. Mais donc les accents, moi j'aime beaucoup ça, et voyager à petite vitesse, doucement, lentement à travers ces régions. J'aimais beaucoup de passer du centre des Cévennes à l'Aveyron, aux Landes, au Pays Basque, remonter, aller tout d'un coup passer d'une zone en zone libre, je ne sais pas, l'accent il est resté, de passer à un endroit où il n'y a plus du tout d'accent, ou qui a un accent complètement différent, et passer en Bretagne où là il y a un accent qui a certaines intonations,
qui peuvent ressembler aux Québécois par exemple, ou à des choses comme ça. Mais je sais pas, il y a quelque chose, moi-même peut-être c'est parce que ça m'intéresse, que je trouve ça intéressant. Et je crois que dès qu'on reste à un endroit, on apprend à le connaître et on apprend donc à le voir comme il est et pas comme on nous dit qu'il est. Je ne sais pas si ça a du sens tout ce que j'ai dit. Je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo d'un truc qui m'est arrivé ou des trucs qui me sont arrivés en France. C'est-à-dire des trucs un peu insolites, des trucs que je n'ai pas nécessairement dit en vidéo et je pourrais revenir dans une vidéo. Si ça vous intéresse, posez-moi vos questions dans les commentaires ou on pourrait faire un live ou je ne sais pas. Donc comme je disais au début de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Likez cette vidéo si vous l'aimez. Dislikez-la si vous n'avez même pas vu cette vidéo, comme beaucoup font. Et moi, je vous dis à la prochaine fois, on va parler d'un autre sujet. Et j'ai hâte de vous parler d'un petit truc. Je ne sais pas quand est-ce que je peux en parler, mais ce serait cool d'en parler bientôt. Donc, faites-moi y penser. Ciao. C'est venteux, mais je pense qu'on va aller dehors. Bye.